Condamnation à la prison ferme pour Alain Soral, procès à répétition. Pas de pleurniche chez nous. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? On nettoie l'info, 3e épisode, l'émission qui lave plus blanc que blanc, et oui, c'est le sujet du jour, revient aujourd'hui sur une semaine emblématique de la droite politicienne française. De la mort de Chirac à la convention nationale sioniste de marionnette Maréchal Zemmour, en passant par la sortie du tome 2 des mémoires de Jean-Marie Le Pen, nous allons nous échiner à remettre les choses en ordre. Un terme prisé de ce côté-là de l'échiquier, comme diraient les chroniqueurs de France Inter. Mais je vous rassure, pas de panique, vous êtes bien sur ERFM. Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Le président Jacques Chirac nous a quittés ce matin. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Donc, cette semaine de droite, on va l'appeler la semaine de droite, est l'occasion d'une mise en abîme, une problématique que l'on pose notamment en se remémorant le parcours politique du défunt Jacques Chirac. En effet, à bien des égards, il représente une période de basculement. Et oui, à travers son parcours, à travers lui, on peut se poser la question, et on se pose la question, comment la droite française est-elle passée de De Gaulle à Éric Zemmour, le second se revendiquant du premier et en étant plébiscité en tant que tel, sans en avoir en plus les fondamentaux. Pour être plus clair, c'est la question de la lente sionisation du gaullisme qui traverse notre émission du jour. Monsieur Corias, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments factuels concernant le parcours sinueux de Jacques Chirac ? En fait, Jacques Chirac est né dans la bonne maison gaulliste. C'était un jeune science-potard et énarque qui est entré dans le cabinet, je crois, de Georges Pompidou, Premier ministre, et qui deviendra président, mais pas très longtemps par la suite. Et donc, il naît dans la pouponnière gaulliste avec des jeunes trentas de l'époque, presque cadras, qui seront, que certains ne connaissent pas aujourd'hui, des Pierre Mazeaud, tout ça. En tous les cas, lui, il fait partie de la nouvelle génération sur laquelle les grands conseillers gaullistes, les gaullistes historiques, comptent. Par exemple, Pierre Juillet et Marie-France Garot, qui seront un peu ses tuteurs politiques. Et à partir de ce gaullisme, on va voir la trajectoire de Chirac, comme vous l'avez dit, au cours des décennies suivantes, c'est-à-dire années 60, années 70, années 80, années 90, années 2000, sinuer et puis se déporter de plus en plus, désolé pour l'expression, mais vers un sionisme de bonne aloi. Alors qu'au départ, il y a non pas un antisionisme forcené dans la formation gaulliste, mais en tous les cas une indépendance farouche française. Et ça suffit déjà pour les Israéliens, je pense, pour être taxé d'antisionistes. Voir le discours de De Gaulle qui a choqué les Israéliens à la fin, je crois, des années 60. Oui, bien sûr, en 67. En 67. Alors, au moment de la première guerre israélo-arabe sérieuse, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, Chirac, gaulliste ou pas gaulliste ? Alors Chirac, au départ, c'est un vrai gaulliste. Il est choisi comme le jeune porteur du germe du gaullisme de l'avenir ou du néo-gaullisme. Mais en réalité, dans le gaullisme plus tard, c'est-à-dire après la mort du général, donc en 70, et la mort de Pompidou 3-4 ans plus tard, donc il y aura des élections avancées en 74, des présidentielles gagnées par Giscard, et le gaullisme, en fait, se transforme peu à peu, puisque des tribus apparaissent lors de la fondation du RPR en 76. Des tribus différentes, avec une petite pointe libérale, c'est-à-dire plus ou moins pro-américaine, une pointe encore gaulliste historique, c'est-à-dire le gaullisme social,
pas loin d'un catholicisme social. Et puis, il y a des branches un petit peu très orthodoxes, comme celle de Pasqua, Pandro, etc., qu'on trouvera plus tard à la tête du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a plusieurs, en fait, plusieurs mouvements dans le mouvement du RPR, fondé en 76, qui est une machine de guerre pour prendre le pouvoir. Fondé en 76, Chirac ne le prendra que 20 ans plus tard, en 95, mais en tous les cas, il aura un poids très important dans la droite grâce à cette machine héritée du gaullisme. Un fait quand même à remarquer, c'est que Chirac a commencé communiste. Alors, il a commencé communiste, mais pas longtemps. Effectivement, il ne savait pas trop où il était. Et d'ailleurs, on peut dire que ça a duré jusqu'au bout, puisqu'il y a des gens à droite qui le traitaient d'homme de gauche, par exemple la presse d'extrême droite, et puis il y a des gens à gauche, évidemment, qui le traitaient d'homme de droite et de salaud, etc. Et en fait, il a présenté toutes les facettes, un peu comme Mitterrand, mais de l'autre côté de la barrière politique. Il a présenté toutes les facettes. On peut aujourd'hui le taxer, par exemple, puisque c'est le sujet du jour, on ne focalise pas dessus, mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, puisqu'il y a une grosse polémique dessus, de taxer de pro-sioniste ou d'anti-sioniste, c'est-à-dire de pro-palestinien ou de Israël ou judéophile. La preuve, aujourd'hui, il y a plusieurs sons de cloche qu'on voit sortir sur le net, il y a même en Israël, les Israéliens l'aiment pas, hein. Clairement la presse israélienne a été très très froide avec au moment de sa disparition, et elle a rappelé les moments où il était très proche d'Arafat, qu'il le prenait dans les bras, qu'il a invité à Paris, qu'il a été voir à Jérusalem dans la vieille ville, etc. Et enfin à côté, lorsqu'il a été côté palestinien. Et en même temps, Chirac, c'est l'homme de la déclaration de 76, je crois, sur Vichy, et où il reconnaît la responsabilité entière de la France dans Vichy, alors que Mitterrand avait toujours dit, pendant ces 2 septennats précédents, Vichy, c'est pas la France, et jamais je ne m'abaisserai à impliquer la France dans cette saloperie. Donc, Chirac, lui, étonnamment, en 1996, il reconnaît la responsabilité de la France dans Vichy, et en même temps, je crois, quasiment quelques mois plus tard, il est en visite à Jérusalem, et c'est là où il fait son fameux « Laissez-moi tranquille », où il engueule les services de sécurité israéliens. Et donc, il donne 2 images. En termes intérieurs, il se couche devant le CRIF, c'est ce qu'on peut dire pour la première fois, et j'y reviendrai dans 30 secondes. Et en politique extérieure, il montre que la France a une politique arabe, c'est-à-dire indépendante, et ce qui a ravi les nations arabes sous De Gaulle. Et ils se sont dit, voilà, en Chirac, on tient quelqu'un qui est de notre côté, c'est-à-dire du côté des Palestiniens, de ceux qui souffrent, etc. Et je veux revenir sur 96, cette date importante, parce que c'est à partir de ce moment-là, on peut dire que le CRIF a pris un pouvoir incommensurable. Puisque, en reconnaissant la responsabilité de la France dans Vichy, on entamait le cycle des réparations dont on n'est pas encore sorti. Réparations morales et réparations économiques. Et on voit bien au niveau médiatique qui aujourd'hui donne le là et fait la loi. Oui, alors ça, effectivement, c'est assez notable, puisque ce discours qu'on appelle le discours du Veldiv se tient juste après sa première élection en tant que président de la République. Donc, en 95, c'est voilà, ça. donc on se demande effectivement si là, il rend un petit peu les gages qu'on lui a donnés, et ça rentre presque en contradiction avec certains positionnements qu'il a pu avoir à d'autres moments ou à d'autres niveaux. Et Voilà, c'est vrai qu'on se demande si Chirac n'était pas une sorte de gaulliste pro-arabe devenu socialo-sioniste par la force du temps, ou des calculs et des calculs qui sont liés à ses ambitions. Tout à fait. Et certains disaient, comme Marie-France Garot, que ce qui l'intéressait, et même chez les historiques du gaullisme, les gaullistes sociaux, comme on dit, hein, que ce soit Seguin ou même Pasqua, d'une certaine façon, ou certains anticapitalistes, pour eux, Chirac, c'était juste un opportuniste qui naviguait au gré des vents, et lorsque le vent était sioniste, il le prenait, lorsque le vent était non-sioniste ou anti-sioniste, il le prenait aussi, et tout en tirant son épingle du jeu à chaque fois dans ce jeu, petit jeu national ou grand jeu international. Et je pense que tout est compatible. On l'a bien vu avec Mitterrand, hein, qui lui avait la francisque, qui en même temps est passé pour un homme de gauche, ce qu'il était peut-être, même si aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est un homme de droite. Il avait des lectures de droite, il était maurassien, voilà, catholique non pratiquant, mais élevé finalement dans la structure de cette religion. Donc on a 2 hommes là qui sont très à double face, et double face, ça veut dire aussi duplicité, et au bout du compte, on ne sait plus qui est qui. Et donc Chirac, tout au cours de son parcours, qu'il ait été président ou pas, avant, après, pendant, il a toujours
réussi à donner des gages. Par exemple, il a été très apprécié du jeune Assad, le fils de Hafez el-Assad, qui aujourd'hui est à la tête de la Syrie. Et Chirac a été quelque part un peu son tuteur en politique. Assad l'admirait. Voilà, donc on a quand même une figure gaulliste malgré tout, peut-être héritée de l'image du général, mais Chirac a quand même joué ce jeu. Il l'a endossé. On l'a accusé parfois d'avoir mis le manteau du général et que ce manteau était trop grand pour lui. Oui, bah, c'est pas pour rien aussi qu'il avait une certaine réputation et que dans les caricatures qu'on faisait de lui, on l'appelait super menteur parce qu'il était effectivement, comme vous le rappelez, capable d'une grande duplicité. Alors je voudrais, sans revenir forcément sur sa biographie, quelques dates quand même majeures. Donc on a rediffusé sur le site cette semaine l'appel de Cochin. Donc l'appel de Cochin de 79, juste après les élections législatives perdues, je crois, par le RPR, au profit de Giscard. Voilà, et qui correspond à cette époque que vous appeliez, quand vous citiez la fameuse bande des quatre, hein, qui était autour de Jacques Chirac, donc c'est-à-dire ses conseillers, Marie-France Garot, Juillet, Pasqua, qui eux-mêmes tenaient d'un certain Georges Albertini, qui était un socialiste collaborationniste. Enfin bon, c'est assez marrant de remarquer ses parcours au sein de la République française d'après-guerre, et qui est l'appel de Cochin, qui était quand même un discours assez subversif, très anti-Union européenne, très contre le libéralisme incarné par Giscard d'Estaing, et qui n'a pas payé dans les urnes. Non, ils ont pris une tuile après ça. Et qui a fait que là, l'ultra-gaulliste Chirac a commencé à retourner sa veste et à calculer, hein, donc en fonction certainement de ses grandes ambitions, et à se tourner vers une autre ligne, parce que c'est vrai que là, en 79, il est anti-Union européenne, par exemple, mais c'est quand même lui qui, quelques années plus tard, introduira l'euro comme monnaie unique. C'est lui qui sera l'homme du référendum de 2005, référendum perdu d'ailleurs. Voilà, qui accompagnera quand même l'avènement de cette Union européenne qu'il dénonçait à l'époque. Et justement, sur l'appel de Cochin, on voit que c'est un discours quasiment lepéniste aujourd'hui, anti-européen au possible, pour la souveraineté nationale. Ils avaient déjà tout senti, même un Chevènement avait senti ça de l'autre côté, à gauche. Eh bien, à ce moment-là, quand même, Chirac est très, très proche de Simone Veil, c'est-à-dire qu'ils sont copains comme cochons. Et puis, et Simone Veil sera la première présidente, pas de l'Union européenne, mais je crois du Parlement. Donc, on voit qu'il est capable de tout et de donner des gages de tous les côtés, même à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au fond, on comprend la logique chiracienne quand on comprend que c'est un interprète, c'est-à-dire quelqu'un comme Johnny qui peut tout chanter. Il peut chanter à un moment donné qu'il faut faire l'armée et se marier, puis le lendemain qu'il faut avoir les cheveux longs et vivre en hippie. On a l'impression que Chirac, c'est un peu le Johnny de la politique qui a duré, et il a duré vraiment très longtemps. Je dis, il a commencé en 62 dans un cabinet où d'ailleurs il s'occupait d'affaires sociales, hein, je crois, dans le cabinet de Pompidou. Et il a duré jusqu'au milieu facilement ou même des années 2000-2010, où il avait toujours son influence. Tout en laissant les clés du camion à Sarkozy, qui lui éliminera les tendances rivales au sein de l'ex-RPR devenu UMP et fera gagner la tendance libérale qui avait perdu avec Balladur en 95. Et donc, sous Chirac, le parti, c'est le parti le grand UDR ou le parti gaulliste s'est dévoyé et effectivement a glissé de la souveraineté nationale, d'un certain anti-israélisme et pas anti-sionisme, à une alliance et une soumission parfaite à l'axe américano-sioniste, à l'OTAN, à l'atlantisme, etc. Ce qu'on a vu avec Sarkozy et qui est véritablement la fin, la mort du grand RPR ou de l'UDR des années 60, 70, 80. Bien sûr. Et une autre date qui, un peu ironie de l'histoire, c'est l'affrontement avec Jean-Marie Le Pen en 2002 et le refus du débat par Jacques Chirac, qui le met finalement, au vu de l'histoire, dans une position presque de gauche, d'homme de gauche, qui refuse de débattre avec le nationaliste Le Pen, qui
pour lui, qui de ce point de vue-là est l'héritier de Gaulle. Le vrai gaulliste dans cette affaire, c'est Le Pen. C'est un gaulliste je vais pas dire anti-sioniste, mais anti-sionisation. Et Chirac, lui, à ce moment-là, est un homme de gauche pro-sioniste, clairement. Il est obligé en plus de jouer sur presque l'anti-souverainisme, c'est-à-dire face à Le Pen, qui est lui absolument souverainiste des pieds à la tête. Chirac est obligé d'en appeler aux foules de gauche pour le sauver. Alors évidemment, il savait qu'il allait être élu, il n'y avait pas de doute, mais son positionnement à ce moment-là, on peut dire qu'il bascule carrément dans la gauche. La gauche, oui, socialiste, soft, pas sociétale encore, n'exagérons pas. Mais c'est l'homme des basculements, en fait. C'est l'homme des basculements successifs et des sincérités successives. Et on voit, à la limite, que c'était un interprète pour qui seul le pouvoir comptait et l'idéologie passait derrière. À côté de ça, effectivement, les barons historiques du gaullisme sont de vieux barons qui restaient droits dans leurs bottes avec une idéologie précise, cohérente, compacte et qui d'ailleurs impressionnait le monde entier. Et Chirac, lui, à la fin, n'a pas impressionné le monde entier. Et d'ailleurs, il s'est fâché avec tout le monde, on peut le dire. C'est-à-dire que, sauf avec les guignols et la gauche qui voyaient en lui un homme de gauche. Et là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le départ, il a tracté pour les communistes le matin sur les marchés. Donc c'est un homme qui suit finalement le vent. Alors la question, c'est qui souffle ? Et c'est vrai qu'on pourrait creuser et s'intéresser aux gens qui ont soutenu Jacques Chirac. Et un homme revient assez souvent quand on s'intéresse à ses mécènes, on va dire. C'est le nom de Marcel Dassault, Marcel Bloch Dassault. Qui apparemment était depuis très 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 longtemps un mécène qui a financé la mise sur le marché politique, déjà en Corrèze à l'époque, et puis finalement au niveau national, de Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a misé sur lui enfant. Voilà, enfant, dès enfant, puisque Jacques Chirac officiellement, parce qu'on va le dire, il y a quand même de grosses zones d'ombre autour de la filiation et de la paternité de Jacques Chirac, un peu comme Emmanuel Macron d'ailleurs. C'est presque le même cas en parallèle. Donc officiellement, Jacques Chirac est le fils d'un assistant, d'un conseiller de Marcel Dassault, officiellement. Et Marcel Dassault voulait le faire entrer dans la presse, parce qu'à l'époque, il avait de quoi s'acheter facilement les titres de presse, ou le faire entrer dans l'avionique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'avionique. Mais il n'était pas encore question d'en faire un homme politique. Et c'est lorsqu'il sera pris en main par Garot et Juillet qu'il sera formé à la politique, que les autres utiliseront son énergie, sa prestance, bel homme, grand, 1m92, plaisant aux femmes, etc. Et de ce côté-là, il ne s'est pas gêné. Et c'est marrant parce que ce que disait Hitler, c'était, il l'a dit lui-même, lorsque on veut être élu, il faut plaire aux femmes. Et c'est-à-dire, il faut que les femmes votent pour vous. Et quand vous avez les femmes dans votre poche, vous êtes élu, parce que vous avez la moitié de la population qui est fascinée. Et Chirac fascinait les femmes. Donc, ses tuteurs ont utilisé cette séduction pour séduire l'électorat. Oui, et apparemment, ces tuteurs ont misé sur le bon cheval, puisque le cheval Chirac leur a bien rendu. Oui, mais il les a désarçonnés, parce qu'à un moment donné, Garot et Juillet se sont fait dégager, et c'est à ce moment-là que la tendance souverainiste a dégagé du discours et de la structure mentale de Chirac pour devenir l'opportuniste que l'on sait. Et j'aimerais pas non plus qu'on donne de Jacques Chirac un portrait trop complaisant, fabriqué par les guignols, un mec sympa qui croque des pommes et qui met des mains au cul. Parce que il faut savoir une chose, je le rappelle très rapidement, lorsque dans les années 70 le RPR est fondé, donc en 76, Chirac vient de partir du gouvernement parce qu'il était Premier ministre de Giscard, ils se sont évidemment frités. C'est Raymond Barre ensuite qui a pris la barre, sans faire de jeu de mots, et donc il y avait quelqu'un qui était promis à être le Premier ministre de Giscard II, c'est-à-dire Giscard en 80, qui aurait dû être élu. Et là, attention, c'est le fameux Robert Boulin qui est mort, qui était lui un gaulliste historique, social, droit, quelqu'un, j'allais dire, d'incorruptible. Je veux accuser personne, mais... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Robert Boulin a été assassiné, on le sait, son suicide est une mascarade, malgré ce que dit le Canard enchaîné. Et Chirac est devenu le numéro 2 à droite derrière Giscard. Et Giscard, il a été éliminé comment en 81 ? Par
une association Mitterrand-Chirac, ce qui a été révélé par Roland Dumas sur le tard, dans son livre Politiquement correct, que l'on va bientôt décrypter en profondeur. Et Chirac a trahi la droite à ce moment-là, en 81, pour faire gagner Mitterrand et éliminer durablement Giscard. Chirac pensait gagner en 88, il a perdu, Mitterrand a re-signé pour un bail. Par contre, Chirac a gagné en 95 en 2002. Et il a eu raison sur la durée. Et Giscard lui en a toujours voulu. Et la confirmation de la trahison de Chirac, Giscard l'a eu assez tard. C'est Mitterrand qui a lâché la confidence à Roland Dumas, qui l'a, lui, lâché à Giscard, au Conseil constitutionnel. Donc oui, alors je voudrais juste relever également le fait que apparemment, quand on cherche donc qui étaient les tuteurs, les mécènes de Jacques Chirac, les affiliations de Jacques Chirac, son appartenance à certains réseaux, il semblerait qu'il ait quand même fait partie de la franc-maçonnerie, mais en Suisse. Initié en Suisse, c'est voilà, ça. Initié en Suisse, semble-t-il, que son père lui-même et son grand-père étaient des francs-maçons aussi. Voilà, ce qui nous aide quand même à comprendre un peu. Et le parallèle avec Macron, bébé Rothschild, pourrait se prolonger avec Chirac, bébé Dassault. Voilà, donc quand même quelque chose à creuser. Oui, qu'il avait la figure du bon Français qui aimait les femmes, le vin, la table, etc., mais qui derrière, effectivement, avait des considérations et des intérêts beaucoup plus sonnants et trébuchants. Et ça a été un homme à double face, une face pour le public et une autre pour, on peut le dire, pour le pouvoir profond, puisqu'il en a toutes les ficelles arrivaient jusqu'à lui. Oui, alors je vais quand même revenir pour nos auditeurs sur Marcel Dassault, brièvement. Donc de son vrai nom, Bloch, qui était un industriel qui a fait fortune de manière assez ambiguë avant la Seconde Guerre mondiale, qui change de nom en 1945, donc passe de Marcel Ferdinand Bloch à Marcel Dassault. Il a été déporté entre-temps. Voilà, déporté entre-temps, ça a été une période assez trouble et qui finira par asseoir sa fortune avec le plan Marshall, donc après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il deviendra vraiment le leader dans le domaine de l'aviation. Et puis dans les années 50, il s'investit en politique, il se revendique gaulliste, il se convertit au catholicisme puisque c'est un juif originellement. Et c'est son fils qui reprendra le business puisque maintenant tout le monde connaît Serge Dassault, les groupes Dassault, donc qui est industriel, spécialisé dans l'aéronautique et dans l'armement. Dans l'armement surtout. Voilà. Et donc la dynastie Dassault qui tient beaucoup de choses en France. Et petit hasard de cette semaine de droite, j'y pensais en préparant l'émission. Finalement, Serge Dassault détient notamment le groupe Soc Press, qui est un groupe qui détient plusieurs titres de la presse écrite, en particulier Le Figaro. Le Figaro qui est évidemment l'employeur du fameux Éric Zemmour, dont on a parlé éminemment cette semaine de droite, qui lui aussi prend le costume du général de Gaulle dont vous parliez tout à l'heure. Et pour vous, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, puisqu'on peut appeler ça un espèce de grand escamotage, puisqu'on voit que Zemmour, finalement, se revendique de Gaulle, alors qu'il pique tout à Le Pen. Le Pen qui était l'adversaire de Chirac. Donc Zemmour pique tout à Le Pen en se revendiquant de Gaulle, en travaillant sans la nommer pour la même oligarchie, on va dire, qui était derrière Chirac, donc à savoir Dassault, et qui, en plus, ironie dans l'ironie, se sert de la nièce de Jean-Marie Le Pen, maintenant, pour parvenir à ses fins et diffuser son mémoire. C'est ce qu'on a vu cette semaine avec la fameuse convention de la droite, qui réunissait tout le gratin français néoconservateur, national-sioniste. Alors, je peux peut-être en citer quelques-uns, la liste était assez longue. Vous avez le droit c'est pas de la délation, vous avez le droit de les citer. Je peux citer la liste de la convention. On l'appelait la liste de la convention du 15e, puisque c'était dans le 15e arrondissement de Paris. L'appel du 15e. L'appel du 15e. Alors, il y avait évidemment Marion Marionnette, qu'on appelait Marion Maréchal Le Pen, Gilles-William Goldnadel, Éric Zemmour, Raphaël Enthoven, qui était là pour porter la contradiction, mais bon, on va dire une contradiction qui n'était pas entièrement communautaire. Paul-Marie Couteau, qui fait partie d'une certaine communauté aussi, Robert Ménard, Laurent Alexandre, Elisabeth Lévy était là, Gilbert Collard était là, Yvan Riofol, qui
qui travaille, néoconservateur qui travaille pour le Figaro, lui aussi, qui était là. Oberton, l'écrivain Oberton, prophète de la guérilla, la guerre civile, était là. Jean-Frédéric Poisson pour la caution catholique. Et d'autres journalistes de Valeurs Actuelles du Figaro étaient également présents, ainsi qu'un député LREM anachronique, Aurélien Taché. Qui est l'immigrationniste de LREM. Voilà, qui était là pour le quota, on va dire, je sais pas. Et donc il y avait quand même cette espèce d'agrégat de néocons, très très basé sur la question de l'insécurité. Voilà, toutes les thématiques, tous les discours tournaient autour de la question de l'insécurité et de l'islamisation de la France. Et on a décortiqué sur le site le discours d'Éric Zemmour. Et effectivement, comme on dit souvent avec Zemmour, tout ce qu'il dit est relativement vrai, mais c'est surtout tout ce qu'il dit pas qui pose problème, puisque dans son discours, il s'est échiné à ne surtout jamais prononcer les noms des véritables responsables de tous les malheurs dont il se fait l'écho. Oui, qu'il dénonce. Et d'ailleurs, à ce propos, le national-sionisme, aujourd'hui, autant le dire, c'est un formidable cheval de bataille. C'est un peu comme la machine de guerre RPR, mais toute proportion gardée, parce qu'ils n'ont pas de cellules dans toute la France. Le RPR avait un sacré ancrage national dans la France périphérique, justement. Eh bien, cette grosse machine de guerre que l'on a vue dans cette convention, qui ont un poids important dans les médias, malgré le social-sionisme qui y règne encore. Et c'est pour ça qu'on voit, il y a des heurts entre les deux. Pourtant, c'est la même maison, c'est un peu les deux yaourts différents, mais de deux marques différentes, mais avec une marque derrière et un propriétaire, en tous les cas, qui est identique. Et donc, c'est une fausse concurrence, mais il y en a qui ne le comprennent pas ou qui sont trop cons. Et c'est pour ça que souvent les journalistes de gauche s'énervent contre les nouveaux tenants de la ligne nationale-sioniste qui ont justement accès à tous les médias. Et beaucoup de gens se demandent aujourd'hui pourquoi Zemmour, pourquoi Goldnadel, pourquoi on entend Marion Maréchal Le Pen partout, Marion Maréchal, pardon. Eh ben, tout simplement parce qu'ils sont en train de monter en puissance et les autres derrière font déjà partie quasiment du passé. Alors la guerre idéologique n'est pas perdue pour le social-sionisme, mais il est en train de se faire marcher un petit peu sur la gueule. Et le seul problème de cette tendance lourde, qui a des moyens, qui a de la puissance, on le voit, c'est qu'ils n'ont pas. C'est une sacrée monture, mais il n'y a personne pour monter. Il y a Marion Maréchal qui est là, mais elle est encore trop frêle. Elle vient de dire d'ailleurs qu'elle ne serait pas là pour 2022. Alors, qui ont-ils on sait tous qu'un mouvement politique ou une vague, un sentiment politique dans la population doit pouvoir s'incarner dans quelqu'un, mais s'il n'y a pas cette incarnation, c'est très compliqué. Et le mouvement national-sioniste ne va pas disparaître, qu'il soit superficiel ou artificiel ou profond, mais en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas ils n'ont pas le Bonaparte dont Zemmour rêve, et lui-même aimerait être ce Bonaparte, mais c'est pas sûr que Zemmour soit capable d'incarner ça. Est-ce qu'il clive trop ? Est-ce qu'il veut y aller ? Est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur Marion Maréchal, justement, pour un jour dire « je suis le sauveur » ? Mais pour l'instant, de ce côté-là, ils n'ont pas de sauveur pour la France. C'était le sens, d'ailleurs, petit aparté, c'était le sens du discours de Robert Ménard, à la Convention, qui leur a mis un peu le nez dedans, comme on dit, puisque en creux, il a dit à ce parterre de bourgeois catholiques qui misent sur la remigration, il leur a dit « vous êtes bien marrants, mais tout ça c'est de la branlette, et tant qu'on passera pas vraiment aux choses sérieuses, tout ça, ça sera du cinéma ». Donc il a un petit peu cassé l'ambiance, mais il reste quand même, il s'inscrit quand même dans cette tendance de fond idéologique. Voilà, c'était remarqué. Parce que Ménard, ça fait quand même longtemps qu'on l'amène toujours aux mêmes réunions de la droite, des droites, de l'extrême droite, des droites, de l'union des droites, de la fusion des droites. Et il voit bien qu'à l'arrivée, bon, il se passe pas grand-chose parce que les gens finissent par voter pour un bon gros François Fillon, un Emmanuel Macron, etc. Donc le moment de la droite nationale sioniste n'est pas venu et ils ont un véritable problème en fait d'incarnation. Et ils rêveraient presque d'avoir un Chirac à ce moment-là, mais qui défendent leurs couleurs. On le voit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Macron, malgré tout, il a personne en face. Il a réussi à réduire tous ses opposants. Et pour l'instant, on ne voit pas naître le véritable opposant à Emmanuel Macron.
Et à l'égard justement de cette petite guerre fratricide entre les réseaux socialo-sionistes et national-sionistes, on a vu qu'effectivement cette semaine, Éric Zemmour était viré de RTL et il y avait une grosse polémique. Est-ce qu'il faut le laisser parler, Éric Zemmour, dans les médias? Est-ce qu'il faut lui couper le robinet à parole? La question de la liberté d'expression, lancinante, hein, voilà, toujours au cœur de la société française. Alors c'est quand même un vaste cinéma puisque Éric Zemmour, effectivement viré de RTL, mais son discours à la Convention a été retransmis en direct sur LCI, en intégralité. Je crois qu'on parle de lui pour un contrat avec CNews, il me semble. Et il a toujours son émission avec Nolo sur Paris Première, je crois bien. Et il est toujours au Figaro, évidemment. Bien sûr, il a toujours eu des micros, entre guillemets, en télé, en presse, en radio, en édition. Évidemment, il a le droit, et heureusement. Et du coup, le micro ne lui est pas coupé. Et c'est une supercherie de croire qu'il est censuré. Par contre, il a cette image-là, très habilement, il est dans le système, en même temps, il a l'image du dissident. Donc, il jouit, il bénéficie des deux postures, c'est-à-dire le micro ouvert des hommes mainstream, c'est-à-dire des hommes de médias, dans les médias mainstream, et le prestige du rebelle, du dissident, de celui qui dit la vérité, qui est châtié pour ça, etc. Et donc la gauche tombe dans le piège, et c'est la gauche qui est en train de fabriquer Zemmour, de lui faire augmenter. Il est aujourd'hui beaucoup plus volumineux qu'il y a quelques années, et c'est-à-dire que la gauche elle-même fabrique un opposant puissant qui s'appelle Éric Zemmour et qui n'a pas encore basculé totalement dans le champ politique parce qu'il était jusqu'à présent dans le champ de l'analyse, hein, de l'essayiste, du journaliste. Mais on sent qu'il est tenté de passer de l'autre côté et d'incarner le Bonaparte de demain parce qu'il sait que les Français l'attendent. La question, est-ce que c'est vraiment Zemmour notre Bonaparte? Oui, bien sûr. On n'est pas certain. Et c'est vrai que ça fait rire quand on se place de notre positionnement, puisque quand on voit que Alain Soral prend de la prison ferme maintenant régulièrement, hein, encore cette semaine justement, qu'il est réellement blacklisté. Et Éric Zemmour, lui, quand il est condamné, il prend des petites amendes ridicules de quelques milliers d'euros, pas de prison, rien du tout, quoi. Alors que et en fait, ce que vous dites là, c'est très clair. C'est c'est le grand remplacement. En fait, c'est le remplacement des grands. C'est qu'il a remplacé Soral. Il est là pour remplacer Soral dans l'imaginaire français. Et c'est évident que le système fabrique une figure rebelle, dissidente, qui correspond à la colère des Français d'aujourd'hui, mais qui soit évidemment totalement contrôlable, sous contrôle. La question ne se pose même pas, puisqu'il est du côté national-sioniste. Et en éliminant Soral du champ politique officiel, je dis bien officiel, ils espèrent mettre Zemmour à la place. Zemmour remplace Soral. C'est à ça que se résume le travail dans le champ politique des dernières années. Puisque ce sont les deux grandes figures d'aujourd'hui, on ne parle que d'eux. On ouvre un canard, on tombe sur Soral et Zemmour. On regarde une émission de radio, on tombe dessus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on pourrait faire ça tous les jours. Tous les jours, on pourrait mettre des papiers dessus, des émissions de radio dessus, et les télés, j'en parle même pas. Et Zemmour est perçu comme un repoussoir, il est à l'intérieur du système. Soral, il est à l'extérieur du système. C'est le repoussoir, mais en même temps, aujourd'hui, des gens se demandent pourquoi est-ce qu'on a du Zemmour, on n'a pas Soral. Ça a été demandé, justement, très récemment encore, par apathie, par Miller, des gens plus ou moins de gauche, et il y en a qui se posent la question de savoir pourquoi on leur impose Zemmour. Ils veulent pas de Zemmour. Alors évidemment, Soral est considéré comme le repoussoir absolu, mais il est populaire. Il est populaire. Et du coup, il y a une lutte de popularité, que les médias mainstream le veuillent ou pas, entre Soral et Zemmour. Et la posture de Zemmour, elle est, selon moi, artificielle. Même s'il y a des gens qui achètent ses livres, etc. Mais il arrive à dire des choses, des constats qui sont réels, vrais, hein, brutaux, mais il s'arrête toujours à la ligne rouge, qui est celle des intérêts de ses représentants, enfin, ou de ses maîtres, on peut le dire, ou de son clan, de sa caste, de sa tribu. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Bien, on a fait le tour. Alors, comme chaque semaine, je réassène que vous pouvez nous retrouver tous les jours par écrit sur le site d'Égalité et Réconciliation, que nous remercions tous les gens qui soutiennent notre travail via le financement participatif. On continue, on arrive avec de gros dossiers. Monsieur Corias, on a de gros dossiers qui arrivent là. Ah oui, vraiment, là, il y a du lourd qui arrive et c'est pas un effet d'annonce.
Voilà, donc de gros dossiers pour les contributeurs et puis encore merci à tout le monde, parce que le financement participatif nous permet de tenir, d'aller plus loin. Malgré les embûches, parce que effectivement, condamnation à la prison ferme pour Alain Soral, procès à répétition. Récemment, la BNP Paribas a clôturé le compte d'égalité et réconciliation, mais on tient bon la barre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans Only Hebdo. Et puis, comme dirait Chirac, mangez des pommes.